Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se joignent à nous dans les 5 prochaines minutes, mais quand même, on va commencer. Donc, merci d'être ici présent pour cette première conférence d'une série de 3, présentée dans le cadre de la 24e édition des Journées de la culture, qui a pour thème cette année « Les 1001 métiers de la culture ». Vous aurez le privilège aujourd'hui de rencontrer 3 brins de femmes extraordinaires, Marie-Berthe Gibault-Lanois, Hélène Blouin et Kim Marino, qui sont passionnées de flécher et je dirais même investies de flécher. J'irai jusque-là. Aussi, nous avons l'honneur d'avoir pour animer cette rencontre Gilles Pitre, qui est chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Le Conseil québécois du patrimoine vivant a créé l'an dernier le nouveau programme Maîtres de tradition vivante. Ce programme vise à reconnaître les artistes et les artisans aux talents exceptionnels qui maîtrisent une pratique ou une technique transmise de génération en génération sur le territoire du Québec. Et en mai dernier, 5 premiers maîtres ont été nommés, dont Hélène Blouin, qui est avec nous et qui est formatrice chez Métiers et Traditions. Alors, pour nous, c'est tout un honneur, un privilège. Bravo encore, Hélène. Pendant la conférence, vous pourrez interagir avec les artisanes. En fait, Gilles va, à certains moments dans les blocs de présentation, vous demander d'intervenir et vous avez qu'à lever la main pour qu'il vous identifie. Parce qu'on est obligé de garder notre masque, alors vous vous levez et vous parlez haut et fort, mais on est chanceux parce que l'intimité de cette Église nous permet de ne pas avoir besoin d'utiliser le micro pour le faire. Et vous êtes bienvenus. Toutes les questions qui vous passent par la tête, il n'y a pas de mauvaises questions. Vous les posez. Les flécheuses, Gilles, sont ici pour répondre à vos questions. On doit remercier nos partenaires, évidemment. La Ville de Longueuil pour son appui financier et technique, plus spécifiquement du Bureau de la culture, Stéphanie Lacarre et Stéphanie Brio, qui nous soutiennent de formidable façon dans nos projets. Serge Olivier et ses acolytes, Simon, merci pour la mise en lumière et le son pour nous sur la scène aujourd'hui. Gilles Pitre du Conseil du patrimoine vivant pour sa grande générosité et son implication dans la préparation de cette présentation. Les membres du Conseil d'administration de Métiers et Traditions qui sont présents aujourd'hui pour vous accueillir. Yann Vadnet, qui captera ces moments afin que nous puissions les graver dans notre mémoire collective. Donc, ça se peut qu'il y ait des caméras qui bougent un peu autour de vous. On a 2 photographes aussi de la Ville de Longueuil qui sont ici. Et finalement, vous le savez, mais vous êtes tous bien en place, bien assis, donc respectez les règles de distanciation. Et puis, sur ce, bonne conférence. Gilles Pitre, laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci Lucie. Alors moi j'ai un micro-casque, donc je peux vous parler en bougeant un petit peu, j'ai cette chance-là. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Alors je me présente à nouveau. Moi je suis Gilles Pitre, chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Je suis en poste depuis 1 année exactement là, à ce titre-là, depuis le 3 septembre 2019. Et j'ai eu la chance effectivement de travailler sur le programme des maîtres de tradition vivante. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Quand même, je suis très honoré d'être ici, d'avoir été invité par Lucie. Ça fait vraiment plaisir, et au nom du Conseil québécois, de participer à cette activité et de l'animer. Alors, je vais faire le rôle du modérateur, du questionneur, de celui qui coupe la parole parfois. Donc, on va s'amuser à jouer au jeu de l'interview. Et on va en apprendre beaucoup plus sur la scène de fléché, ce qui est le but de cette conférence-là, qui s'appelle « 3 brins de femmes » et qui s'appelle une conférence interactive. Alors, le mot interactif, c'est moi et elle, mais c'est aussi vous et elle. Donc, vous avez vraiment l'opportunité d'en apprendre plus sur ce beau métier-là, ce savoir-faire traditionnel absolument extraordinaire. On peut se poser la question, je vais être rapidement là-dessus, on peut se poser la question pourquoi le CQPV, parce que le Conseil québécois du patrimoine vivant, c'est long, on appelle ça le CQPV, s'associe à Métiers et Traditions pour faire cette conférence cet après-midi. C'est en fait que c'est tout à fait naturel, parce que nos missions respectives se ressemblent quand même à ce titre-là. Nos missions principales sont de concerter les milieux,
de faire de la diffusion des activités des savoir-faire traditionnels et de faire de la formation aussi. Donc, nos missions se coïncidant, c'était vraiment naturel de passer à faire cette activité-là ensemble, surtout que dans le cadre du programme des maîtres de tradition vivante, il y a bien sûr une nomination, c'est-à-dire on a nommé Hélène maître de tradition vivante, c'est une lauréate parmi 5 autres, mais ce n'est que le début de l'aventure. Une fois qu'elles sont nommées, ce qu'on veut faire surtout, c'est qu'elles servent d'ambassadeurs ou d'ambassadrices de leur discipline. Et dans le cas qui nous concerne, c'est le fléché, bien entendu. Et je pense que le choix d'Hélène Blouin a été très rapide en ce qui concerne le côté ambassadeur, ambassadrice, formatrice, médiateur culturel, chercheur, chercheuse, dans le domaine du fléché. Donc, c'est une des bonnes raisons pour laquelle elle a été choisie. Mais avant d'aller plus loin, je suis honoré d'être avec elle, mais j'aimerais mieux les connaître. Déjà, je les connais assez bien, Hélène surtout, mais les deux autres personnes un petit peu moins. J'aimerais que vous preniez 2 minutes chacune d'entre vous pour vous présenter, une auto-présentation, qui serait beaucoup plus efficace que ce que moi je pourrais dire de chacune d'entre elles. Et à tout seigneur, ou toute seigneuresse, tout honneur, on donnerait la parole à Mme Marie-Berthe Guibault-Lanois. À vous la parole. Merci, M. Pitre. Me présenter, bien, je dois vous dire que moi, je viens d'une petite municipalité qui s'appelle Saint-Norbert, qui est comme en arrière de Berthierville. Mes origines sont paysannes. Seulement, j'ai eu la chance de fréquenter une grande école qui s'appelait l'Institut familial de Saint-Jacques-de-Montcalm. Et c'est beaucoup de souvenirs, parce que c'est là que se sont faites toutes les belles ceintures que vous pouvez admirer dans les musées. Mais c'est pas là que j'ai découvert le fléché, parce qu'on était à l'époque où on formait des enseignantes. C'est au musée d'art de Joliette que j'ai vu le fléché pour la première fois. Et j'ai eu la chance de participer à des cours qu'ils ont offerts en fléché avec Pierre Bélanger, qui était l'artisan connu du temps. Et depuis ce temps-là, j'ai été formée en 80. Et depuis ce temps-là, j'ai continué à flécher. Et ici, à Longueuil, Métier et Tradition s'est installé. Et Christine Bertrand, qui est la fondatrice, m'a demandé de venir donner des cours, ce que j'ai accepté parce que je ne pouvais pas dire non à Christine Bertrand. Madame Guibault-Lanois, est-ce que Mme Bertrand est ici? Bon, je lui rends hommage en même temps parce que Mme Bertrand est une grande initiatrice et fondatrice de toute cette belle culture des savoir-faire. Merci. Est-ce que mes 2 minutes sont... Non, continuez. OK. Comme je vous dis, je vais vous interrompre de temps en temps pour le fun, juste pour vous donner le temps de respirer. Là, lui. Alors, si ça n'avait pas été de Mme Bertrand, à qui je ne pouvais pas dire non, la flamme ne serait pas haute. Dans toute la continuité de la transmission des techniques, de cette technique-là ancienne. Parce que moi, ma spécialité, c'est la facture ancienne et c'est ça que je transmets. Et c'est ça qui nous a singularisés, la facture ancienne. Parce que vous savez, tous les peuples ont tressé et la flèche, les têtes de flèche, tout ça, ça s'est fait ailleurs, là, en Amérique. Mais ici, on s'est singularisé à cause de la facture de nos ceintures qui étaient tellement belles qu'elles ont été collectionnées par tous les grands musées du monde. Voilà. Bien, écoutez, on va avoir l'occasion d'en reparler parce que je vais replonger dans vos souvenirs et dans votre connaissance de l'histoire de cette ceinture fléchée-là. Là. Puis je sens que vous aurez encore plus d'émotions. Ça va être, ça va être quelque chose. Alors, on passe à Hélène. Hélène Blouin, Hélène, je vais me permettre de te tutoyer puisque je travaille avec toi depuis déjà le mois de mars, avril, mai. Et donc, je te demanderais aussi de te présenter en 2 petites minutes un peu ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi, peut-être? Ça peut être intéressant de savoir. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, alors, je suis de Boucherville. Dans la vie, ma profession, mon métier n'a rien à voir avec le fléché. Là. Je suis simplement impliquée dans des dossiers de transition technologique, rien à voir. J'ai commencé à m'intéresser au fléché au moment où j'ai hérité d'un manteau de fourrure. Puis moi, dans mon imaginaire, un manteau de fourrure, ça se porte avec une ceinture fléchée. Donc, je me suis inscrite au cours en 2007. Ça fait déjà un petit moment. Et ce parcours-là m'a fait découvrir tout un monde parce que d'abord, même si j'avais une connexion dans ma tête
et un désir d'avoir une ceinture fléchée. Finalement, j'en avais jamais vu. Je savais pas vraiment, je savais pas reconnaître une ceinture fléchée d'une ceinture faite au métier. Je savais rien de la technique. Je savais pas que cette technique-là, elle était si particulière. Je savais pas que c'était une fabrication au doigt. Je savais pas que c'était impossible à mécaniser. Alors, j'ai tout découvert ça. Et puis là, je me rends compte que, tu sais, finalement, dans notre imaginaire de petits Québécois, on est quand même assez, j'oserais dire, ignorant de ce qu'est la ceinture fléchée. Alors, moi, personnellement, ça m'a permis de découvrir tout un monde et puis aussi de me faire un réseau de connaissances qui partagent aussi cet intérêt et cette passion pour la ceinture fléchée. Et on m'a donné un titre de maître de tradition vivante, mais là, vous allez vite comprendre que le maître est à côté de moi ici, là, tu sais. Alors, depuis 4 ans maintenant, j'ai pris la relève de l'enseignement. Donc, j'enseigne le fléché ici à Métier Tradition. Et je rêve d'abandonner peut-être éventuellement ma carrière professionnelle pour me dédier à plein temps au fléché. Hein? On ne sait jamais. À force d'en parler, ça va finir par s'ouvrir à moi. Merci. On voit qu'on est habitué à une conférencière aguerrie. Elle a fait 2 minutes exactement. Oh boy! Je gagne des points, là. Ça m'amuse. Alors, Mme Kim Marino, que je connais moins, mais que j'ai rencontrée il y a quelques semaines à l'AGA des artisans de la ceinture fléchée de la Naudière. Donc, je vous cède la parole aussi. Vous êtes notre 3e brin de femme. Alors, en fait, vous présentez sommairement. Moi, ce qui m'a intrigué dans votre biographie, c'est votre métier. Peut-être faire, pas un lien tout de suite, parce que ça viendra plus tard, mais nous renseigner sur votre travail principal dans la vie et votre intérêt pour le fléché, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'être là en grand nombre. Moi, je suis biologiste de formation et j'ai aussi mon entreprise en écologie. Donc, il n'y a pas vraiment non plus de lien entre le fléché et mon parcours professionnel. Je suis aussi enseignante à l'université. Et puis, je suis maman de 2 grandes filles. Donc, ça fait partie quand même des tâches qu'on peut avoir dans une semaine. Et puis, mon intérêt, évidemment, peut-être comme tous les Québécois, puis comme Hélène l'a présenté, on ne connaît pas vraiment c'est quoi une ceinture fléchée. On a juste l'idée du bonhomme carnaval. Et effectivement, mon déclic est arrivé dans un voyage au Pérou. Le Pérou, il y a beaucoup de communautés autochtones au Pérou et c'est un endroit où il y a de multiples talents culturels dans les communautés, les différentes communautés. Puis j'ai visité une communauté au lac Titicaca, le fameux lac Titicaca, et c'est là que je croyais, c'était un village patrimoine de l'UNESCO pour le tissage. Et je me suis dit, bon, il va y avoir un petit atelier, 3-4 tisserands qui vont montrer la patente. Ben non, les 2000 habitants connaissaient les techniques de tissage sur l'île. Alors, je me suis dit, ils sont vraiment capables de transmettre une connaissance culturelle dans le territoire. Et je me suis dit, nous aussi, on a aussi quelque chose d'exceptionnel au Québec. Pourquoi j'apprendrais pas ça? Puis là, bon, peut-être je vais compter un peu plus tard comment je me suis inscrite au cours d'Hélène. Donc, vous voyez la transmission 1, 2, 3. Donc, moi, je suis encore débutante, mais ma passion est vraiment bien installée, je pense, grâce à mes mentors. Voilà. Ça fait combien d'années ou de mois que vous pratiquez le fléché? 2 ans et demi à peu près. Ce qui veut dire que dans une vie, c'est presque rien. Dans une vie, c'est rien pantoute. Si je comprends bien le système, si je comprends bien la fabrication du fléché, qui prend énormément de temps. Exactement. Oui, j'ai pas une ceinture de fête à mon actif. D'accord. Non, on y va en pouces et puis 1 pouce, c'est beaucoup de temps. Alors, 52 pouces, c'est encore plus de temps. C'est beaucoup de temps. Alors, on voit bien qu'on a 3 générations, si je peux me permettre, ou 3 niveaux de connaissances. Donc, c'est très riche comme connaissances sur ce plateau. Merci d'être là et puis de partager vos expériences avec nous. On va poursuivre simplement en mentionnant, avant de poser des questions à chacune d'entre vous, je voulais revenir un peu sur le programme des maîtres de tradition vivante. Et puis, Hélène a posé une bonne question tantôt. Elle dit, pourquoi que c'est pas... Elle n'a pas posé la question. Elle a dit que la maître ici, c'est Marie-Berthe. Ceci étant dit, la façon de fonctionner au Conseil québécois, puis dans beaucoup de programmes du genre, c'est de faire des appels de candidature. Donc, il faut déposer un dossier et il faut proposer sa candidature pour devenir un des maîtres de tradition. Donc, Hélène avait présenté sa candidature parmi 37 autres candidats, candidates, dans toutes les disciplines du patrimoine immatériel ou du patrimoine vivant.
Et elle était appuyée par beaucoup de gens, dont Marie-Berthe, effectivement, Métiers et Traditions, et beaucoup d'autres organismes dans le domaine du fléché ou des savoir-faire. Donc, c'est un peu la façon de fonctionner. Et le programme va d'ailleurs se poursuivre avec la nomination de 5 autres maîtres dans les prochains mois. Mais avant, je m'en voudrais de ne pas nommer ceux qui ont été nommés en même temps qu'Hélène. C'est très important. Donc, le programme fait en sorte qu'on a 5 maîtres de tradition pour environ à chaque année et demie. Donc, dans le temps, aux 18 mois, on va nommer 5 maîtres de tradition vivante. Nous sommes soutenus par le ministère de la Culture et des Communications pour ce faire. Et nous avons 2 partenaires qui sont Québecor et la Caisse d'économie solidaire aussi, que je mentionne au passage. Donc, le premier concours s'est terminé le 19 décembre 2019 par la nomination des 5 premiers maîtres, dont Hélène. Et les 4 autres sont M. Jean-Paul Guimont de Wotton en Estrie, qui est un chanteur traditionnel absolument fantastique. Il a 87 ans. La deuxième, ou sinon, même la première nominée, c'est Mme Yvonne Volant de la communauté autochtone de Ouachat, au niveau de cette île. C'est sur la Côte-Nord, c'est Ouachat Maliotenam. J'ai toujours un peu de mal avec ce nom-là. Donc, une dame de 87 ans qui, elle, fabrique des mocassins depuis l'âge de 12 ans. Elle en a fait jusqu'à 350 paires par année et ils sont magnifiques. Notre candidat suivant, c'est M. Rénal de Ouellette de Montmagny, qui est un accordéoniste. Lui, sa spécialité, c'est l'accordéon diatonique, donc une rangée, 10 boutons, avec lequel il fait de la magie au niveau musical. Et finalement, la dernière personne, c'est M. Stéphane Jérôme, de la communauté autochtone également de Guescapégag, en Gaspésie, près de Maria, qui lui fait des choses que vous pourriez apprendre à Métiers et Traditions, ce sont des paniers. Il fait de la vannerie traditionnelle de façon absolument extraordinaire, ce qui lui vient de sa famille, de ses ancêtres et des autres personnes dans le village où il habite. Donc, assez parlé. Donc, juste vous dire que le prochain concours, vous pouvez passer le mot, va être tenu à partir de janvier 2021 pour une nomination à nouveau en mars ou avril des 5 nouveaux maîtres de tradition vivante. Alors, assez parlé, je n'ai pas respecté mon propre 2 minutes. Je suis désolé. On va essayer de rectifier le tir pour la suite. Donc, madame, on commence avec Marie-Berthe, si vous le voulez bien. Ou plutôt, OK, je viens de voir mes notes. Plutôt, en termes d'introduction, il s'est produit une belle vidéo dans laquelle apparaissent Marie-Berthe Guibault-Lanois et Hélène Blouin. Alors, j'aimerais que Alexandra, c'est bien ça, démarre la vidéo tout de suite, puis on vous revient tout de suite après. Moi, j'ai fait mon cours de sciences familiales à Saint-Jacques-de-Montcalm, qui est le berceau du fléché, la grande production. Et on ne parlait plus de ça. Et jamais on a été en contact avec ça, non. Les gens, quand ils font du fléché, ils savent qu'ils sont québécois pas mal quand ils commencent à faire ça. Seulement, ils prennent conscience de la valeur de notre identité à travers cette étoffe-là. Parce que c'est la seule étoffe qu'on a créée. Puis personne n'a fait plus beau que ça, avec cette technique-là. Moi, j'ai la chance de savoir que la main qui s'est transmise jusqu'à moi, c'est la main de Charlotte Hébert, qui, elle, est née en 1798. Charlotte, elle l'a transmise à sa petite-fille, Marie Godette, qui ensuite a passé à Madame Phidias-Robert, ensuite à Pierre Bélanger, ensuite à Marie-Berthe et jusqu'à moi. Et maintenant, moi, j'essaie de le transmettre à mon tour. Alors ça, de savoir qu'on remonte d'une lignée de X générations, c'est comme une espèce de sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi. Toutes les décisions se prennent avant de commencer à flécher. Alors, quelle longueur elle sera, quelle largeur, combien de fils je prends, quel sera l'ordonnancement des couleurs. Alors, on ne veut pas être 300 heures à se dire « Oh, j'aurais dû faire ça différemment ». Non. On prend soin à la planifier comme il faut. Et après, on se lance et on la fait. Le fléché, c'est une technique de tressage parce que chaque fil, en cours de route, change de rôle. Alors, il est parfois fil de chaîne, il est parfois fil de trame. Ça oblige des croisements de fils qui ne peuvent pas être reproduits mécaniquement.
Ben moi, une ceinture, là, ça me prend... je fais ça dans mes loisirs, là. Quand j'en fais une par année, c'est beau. J'en ferai pas 300 dans ma vie. J'en ferai si je dis quelques dizaines, déjà, ce sera fantastique. Alors, c'est extrêmement fragile, hein? Tu sais, le Fléché, il a eu cette année sa reconnaissance au patrimoine immatériel du Québec. Mais tout ce qui se fait en Fléché, ça repose sur l'initiative individuelle, hein? Ça repose sur des Marie-Berthe qui nous regroupent. C'est parce qu'elle nous ressemble. C'est nous qui l'avons créée. Alors, elle est unique. C'est pour ça que c'est important. Oui. Je suis habitée par ça comme un poète est habité par sa poésie. C'est tout. J'ose pas anticiper. Je pense que ça m'effraie un peu d'anticiper l'avenir. Est-ce que ça va continuer, tout ça? Je vais me concentrer sur ce que moi, je peux apporter. Puis, en quelque part, j'ai peur, mais en même temps, j'ai confiance parce que, par sa symbolique, je crois qu'elle va perdurer. Voilà qui met bien la table. D'abord, on va remercier Julien Fréchette, qui est le réalisateur qui a fait ce magnifique reportage-là. On en a repiqué quelques parties, mais ce n'est pas l'ensemble. Il y a quelques autres parties. C'est disponible sur Internet, très facile à revoir si ça vous intéresse. Ça s'appelle « Tisser son patrimoine ». Très facile à trouver en cliquant dans Google. Alors, on remercie aussi c'était la série qui était produite par la compagnie Toast sur les savoir-faire traditionnels. Il y en a d'autres aussi. Alors voilà, ça met la table pour la suite de nos discussions. On a parlé beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là, de la fragilité, de l'historique, de la passion, de l'amour de ce métier-là, et aussi de l'avenir du Fléché dans le futur du Fléché. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas? On va essayer de discuter de ces choses-là. On pourrait bien sûr parler de techniques, de croisement de fils, de tressage, de tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas le but de notre rencontre aujourd'hui. Inscrivez-vous au cours en métier tradition, ceux qui ne sont pas déjà inscrits, et vous pourrez tout à fait en apprendre davantage. Alors, je me tourne vers... alors, il a été mentionné aussi par Hélène que le Fléché a été reconnu par le ministère de la Culture et des Communications comme élément du patrimoine immatériel du Québec. C'est très important. Il y a à peu près... Il n'y a pas 10 éléments de discipline qui sont retenus. Donc, le Fléché a eu cet honneur-là en 2016. Nous y étions à l'Assomption lorsque le ministre a désigné officiellement le Fléché comme élément du patrimoine immatériel. Alors, Marie-Berthe, je me tourne vers vous. On a parlé un petit peu dans la vidéo de l'historique, de l'histoire, l'origine du Fléché. J'aimerais qu'on remonte un petit peu dans le temps et que nous fassions un petit panorama de l'origine du Fléché en passant par les débuts jusqu'à nos jours. On va poursuivre. Oh, vous avez plus de temps que ça, allez-y. Bon. Bien, quand on regarde le Fléché face à son volet historique, là, on se rend compte que tout nous ramène à l'Assomption. Alors, il faut regarder ce qui s'est passé à l'Assomption vers les années 1800. Parce que la ceinture fléchée qu'on connaît est arrivée chez nous dans ces années-là. Qu'est-ce qu'il y avait à l'Assomption à ce moment-là? Bien, il y avait la Compagnie du Nord-Ouest qui embauchait les voyageurs parce que les gérants de la compagnie avaient leur maison d'été à l'Assomption, puis pendant leurs vacances d'été, ils embauchaient les voyageurs. Et ces gens-là côtoyaient ces commerçants-là qui étaient de souche écossaise. Pas besoin de faire un grand dessin pour que vous voyez les beaux kilts et les beaux carreaux, les belles étoffes à carreaux. Hein? Alors, ces gens-là,
quand ils ont vu ces belles étoffes-là, au travers leur voyage, leur randonnée de voyageurs, ils ont voulu acquérir ces belles étoffes-là parce qu'il n'y en avait pas ici. Et quand les femmes ont vu le prix que les hommes payaient pour avoir ces tissus-là, elles se sont dit, nous allons créer, elles se sont dit d'une façon informelle, on va créer une pièce vestimentaire qui va faire l'envie autant que ces belles étoffes-là. Ces femmes-là savaient tresser. Et par tâtonnement, elles ont fait changer la direction des fils. Et quand on change la direction des fils, ça fait automatiquement des flèches-nettes, des têtes de flèches. Alors, elles ont commencé à fabriquer cette pièce vestimentaire-là, qui était la ceinture. Et les Écossais, quand ils ont vu que dans le commerce, cette chose-là était demandée, bien là, ils en ont fait fabriquer en grande quantité pour fournir leur comptoir. Et la production s'est faite à Saint-Jacques-de-Montcalm. Mais le tâtonnement pour découvrir ça, c'est l'Assomption. Et ces ceintures étaient tellement belles qu'on disait on veut une ceinture de l'Assomption. C'est ça pour vous, Marie-Berthe? Oui. Je porte une ceinture fléchée. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture de l'Assomption. Voilà. Donc, elle a été fabriquée par qui? Par Hélène. Voilà. Hélène, oui. J'ai l'honneur de porter une ceinture de l'Assomption, fabriquée en quelle année, je ne sais trop? 2014. En 2014 par Hélène Blouin. Donc, je suis privilégié. Faites des photos, s'il vous plaît. Allez-y, Marie-Berthe, continuez. Et puis oui. Alors, c'est notre main qu'on transmet quand on montre à notre voisine ou à un élève à flécher. Alors, moi, je suis issue de la tradition de la Nodière. Et quand j'ai été ici à Métier Tradition, que j'ai transmis mon savoir-faire, j'ai transmis la facture qui se faisait à la Nodière. Et c'est celle qui est recherchée par les collectionneurs. Si je me permets, dans le côté historique, moi, je suis un néophyte, je ne connais pas la ceinture fléchée. On a sûrement des gens qui le savent ici, mais ça servait à quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, les voyageurs de l'époque du 19e siècle? Alors, ce qu'on a pu voir à travers les recherches que des gens ont fait autour de nous, parce que moi, je les fais, mais j'écoute quand les chercheurs en parlent. Alors, quand les voyageurs arrivaient un peu avant le poste de traite, ils s'arrêtaient pour se laver et de se mettre beau. On s'en allait faire du commerce. Et c'est là qu'on mettait la ceinture. La ceinture ne se portait pas là, dans le portage et tout. Non. Okay, c'était quelque chose de précieux. C'était un apparat. C'est ça. Alors, quand ils arrivaient au poste de traite, ben ceux qui avaient des ceintures, c'est sûr qu'il y avait des acheteurs pour ça. Puis avant que ça soit organisé en commerce, l'Autochtone qui s'en venait vendre ses peaux de castor, il disait au gars, l'année prochaine, tu m'en rapporteras une. Ça a commencé de même. Et là, à Saint-Jacques, il y a eu des marchands qui se sont donné la mission d'être l'intermédiaire entre la compagnie et l'artisane. Alors, ils fournissaient tout ce qu'il fallait aux artisanes pour produire, pour augmenter la production, parce qu'il y avait une demande pour ça. Ça, c'est la compagnie d'habits du son. Ça, c'est plus tard? Après 1921. Quand il y a eu la fusion de Nord-Ouest et de la baie du Son, eux autres, ils voulaient faire une pièce avec ça. C'était des commerçants. Alors, ça, c'est une autre époque, donc c'est presque un siècle plus tard. Oui, en 1800, c'était pas standardisé et tout, là. Tu sais, chacune faisait son modèle comme elle trouvait ça à son goût. Oui. Alors que quand ça a été standardisé pour des fins de commerce, c'est pour ça que quand on va dans les musées, il nous semble qu'elles se ressemblent toutes. OK. Mais je peux vous dire que quand on se trouve devant un lot de ceintures, c'est facile d'identifier celle qui nous appartient. La main est très différente. Pourquoi? Les gens qui habitaient Saint-Jacques, le Grand Saint-Jacques, là, ça représente aujourd'hui plusieurs municipalités qui sont autour, ces gens-là étaient de souche acadienne. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés dans ce coin de pays-là, avaient des grands savoir-faire. Et ça s'est transposé dans cette technique-là. Alors, une bonne brodeuse peut devenir une bonne flécheuse. Alors, ces femmes-là avaient des grands savoir-faire, faisaient de très beaux travaux. Alors, quand elles se sont accaparées de la production de la ceinture, cette façon de travailler s'est transposée dans cette technique-là.
pensez-vous est-ce que vous donnez une signification aux couleurs vives qui sont généralement utilisées pour la ceinture fléchée? Non, ça c'est... Le cœur rouge... Non, il n'y a pas de signification aux couleurs. Okay. Seulement, ça a été... Les gens qui ont choisi cette organisation-là, c'était des grands artisans. Puis ils ont été capables de cibler les couleurs qui avaient un impact. Okay. Puis là, nos clients, c'était les Autochtones. Ça prenait du rouge, hein? Ah. Oui. Et pas du rouge Garance, qui est plus européen. C'est le rouge cochenille qu'on retrouve au Mexique. Parce que c'était la lignée, ça monte, là. Ces gens-là, ils montent puis ils descendent. Alors, c'est le rouge qu'ils recherchaient. Mais c'était des grands teints. Il n'y avait que des grandes couleurs dans ce temps-là. Là. C'était pas les plures d'oignons, puis les carottes, puis les betteraves là, qui teignaient ces laines-là. Là. C'était des grands artisans qui faisaient ces couleurs-là. Là. Ça nous arrivait d'Europe. Nous autres, on n'avait pas de tradition au niveau de la couleur. Ça nous arrivait d'Europe. Okay. Et écoutez, l'Angleterre, les Écossais, ils connaissaient leurs couleurs. Ah, oui, c'était solide. Les gens d'expérience déjà. Oui, c'est ça. Alors, c'était un grand savoir-faire qu'il y avait à travers la couleur aussi. Là. Superbe. Je vous amène un dernier point au niveau d'origine, puis même un peu plus actuel, mais on dit souvent que la ceinture fléchée ou le fléché est un symbole identitaire dans la Nodière, entre autres. Ça vient de où, cette histoire d'identité? Bien là, écoutez, premièrement, on les a faites. Hein? Alors, ça vient d'où? Ça vient... Bien, les gens... En fait, d'où ça vient, c'est peut-être pas la bonne question, c'est juste pour un peu vous provoquer à quelque part. C'est plus de dire, qu'est-ce que ça représente vraiment comme symbole identitaire? C'est parce que c'est unique à une région, c'est unique au Québec? C'est ça. C'est qu'il n'y avait que nous qui étions capables de les faire comme ça. Okay. Alors, ça nous a toujours été attribué. Hein? Puis même ceux qui ont essayé de les faire par après, c'est des pâles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Non. Alors, c'est devenu vraiment identitaire avec les patriotes. Okay? Ah, voilà. Avec les patriotes. Alors, en 1837, on n'est pas loin là, dans l'histoire. Avec il manque un bout. Oui, Papineau a dit arrêtez d'enrichir les Anglais en achetant leurs affaires. Là. Autrement dit, achetez local. Hein? En 2020? C'est ça. Alors, porter la ceinture fléchée et l'étoffe du pays, parce qu'on n'avait pas d'autres étoffes que ça, nous. Les belles étoffes nous venaient d'Europe. Hein? Alors, les gens se sont mis à sortir ce qu'ils avaient chez eux et la porter. Et là, ben, on reconnaissait que c'était un Québécois, là. Hein? Bien sûr. Et puis encore aujourd'hui, moi, j'ai pas vu beaucoup de gens de d'autres provinces mettre à porter la ceinture fléchée, là, puis d'être identifiés à ça. Ça nous appartient encore. Et puis, on a des porteurs célèbres, là, parmi nous. Oui, on anticipe. Oui. On va en parler tantôt. Oui, c'est correct. Alors, cette chose-là nous a collé à la peau, oui. Parce que c'est un savoir-faire unique qu'on avait. Et puis, les gens étaient fiers aussi de porter ça, parce que c'était un objet de prestige, là. Il y a eu l'époque de la Grande Ceinture vers 1840, après les Patriotes, si on veut. Et là, les riches propriétaires fonciers, les médecins, les avocats et tous ces gens-là se faisaient faire de belles ceintures. Et puis, on montrait l'épaisseur de notre portefeuille par la largeur de notre ceinture. C'est ça. C'est allé jusque-là. Exact. Et puis, les demoiselles bourgeois de Sainte-Marie-Solomée me disaient qu'au temps de Wilfrid Laurier, on obligeait les députés d'avoir des ceintures fléchées, mais ça a arrêté parce que ça coûtait trop cher. Oui, c'est ça, les fabriquer. Oui. Je vous arrête sur cet élément-là. Parfait. Merci beaucoup. On en apprend beaucoup. Moi, comme Marie-Berthe me disait tout à l'heure, à chaque fois que vous allez me rencontrer, vous allez en apprendre un petit peu plus. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, on va se tourner du côté de Hélène, donc Hélène Blouin, qui est notre maître de tradition vivante. Je vais commencer par une question toute bête. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir été nommé maître de tradition vivante? Ça signifie beaucoup de choses. D'abord, c'est sûr que c'est une reconnaissance personnelle très importante, mais je pense que le plus important, puis je pense que ma plus grande fierté, c'est de voir que la technique de fabrication du fléché se retrouve parmi cette première cohorte parce que, tu l'as mentionné tantôt, le fléché a été reconnu au patrimoine immatériel du Québec en 2016.
Mais encore, qu'est-ce qui vient après? Alors donc, c'était comme dans la suite des choses que le fléché puisse s'inscrire là. Puis, en quelque part, c'est un programme qui est une extraordinaire opportunité de mettre en valeur le fléché, de venir en parler, de venir à la rencontre des gens, de réaliser des projets aussi qui vont contribuer à mettre une structure dans cette pratique-là qui se transmet par la tradition orale, mais encore, il faut laisser des traces, hein, comme on s'est dit souvent. Alors... Puis, selon toi, je vais te poser une petite question un peu embêtante, mais pourquoi tu as été choisi? Qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte que tu as été choisi? C'est pas une question piège, mais en même temps, tu dois quand même avoir une petite idée. Moi, je le sais, parce que ton dossier le mentionnait, mais... Qu'est-ce qui est en toi qui fait en sorte que tu peux être une bonne ambassadrice de cette tradition-là? Bien, il faudrait demander au jury comment il m'a choisi. Ils sont pas là. Mais en fait, écoute, moi, je m'implique autant que faire se peut dans le fléché. Depuis que j'ai suivi mon cours, il n'y a pas une année où je n'ai pas fait une démonstration ou participé à une activité publique qui met en valeur le fléché. Puis aussi, j'ai essayé dans mon dossier, j'ai pas rien qu'essayé, là, dans mon dossier, j'ai réussi à rassembler des appuis de gens d'un peu partout, de plusieurs écoles de pensée dans le fléché. Alors ça, puis ça s'inscrit aussi dans mon approche personnelle par rapport à une réalisation de projet où je souhaite que le plus grand nombre de flécheurs, flécheuses viennent y contribuer. Alors, j'imagine que j'ai gagné des points là-dessus. Oui, ça, je pense que oui. Puis on aura l'occasion d'en reparler dans le projet que tu es en train de livrer par rapport à cette concertation-là. On aura l'occasion. Maintenant, une question un peu plus aussi très générale, mais qui peut nous amener sur différents sujets. Puis Kim et Mme Morino et Marie-Berthe, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, là. Comment s'est transformée la pratique du fléché au fil du temps et qu'en est-il maintenant? Est-ce que, je veux dire, on a parlé de l'histoire, on a parlé de l'utilité de la ceinture fléchée. Maintenant, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est quelque chose qui nous sert ou est-ce que c'est plus un symbole, oui, identitaire qu'il faut préserver? Ça, on l'a mentionné effectivement, mais comment ça s'est transformé? Puis qu'est-ce qu'il y en est maintenant de la pratique du fléché? Comment ça se manifeste? Ben moi, je dirais que, tu sais, le fléché, on pratique ça bien souvent tout seul chez nous. Hein? Alors, aujourd'hui, on a l'Association des artisans qui nous permet de se regrouper. On a l'école ici, qui est aussi un lieu de rencontre à chaque fois qu'il y a des sessions de fléché. Il y a des tribunes maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où là, on découvre que, il y a plein de monde aussi en dehors de notre cercle immédiat, des gens à travers la province qui pratiquent le fléché, qui sont peut-être, pour qui c'est peut-être plus difficile d'être en contact avec d'autres puis d'échanger, mais grâce à ces tribunes-là, sont capables de venir chercher des conseils, du coaching, une certaine appréciation du travail qu'ils font. Alors, je pense que ça se démocratise ou ça, en tout cas, ça se perpétue grâce à cette effervescence-là qu'on peut... Est-ce qu'on sent une certaine effervescence, je dirais, au cours des 10 dernières années? Est-ce que comme la COVID, est-ce qu'on est en haut de la courbe, dans le milieu de la courbe, en descendant, en montant? C'est pas scientifique. Évidemment, vous comprendrez qu'on n'a pas fait d'études à ce sujet-là. Ce serait peut-être intéressant d'en faire une étude, d'ailleurs, socio-économique sur la pratique du fléché. Mais selon votre feeling, Marie-Berthe, est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça? L'histoire va nous raconter ça. Oui. Nous autres, on est dedans, là. On a le nez dedans. On n'a pas beaucoup de recul face à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le constat que je fais, c'est que tous ceux qui ont une pratique et qui le transmettent et qui en font quelque chose de leur quotidien, leur vécu, c'est parce qu'ils ont gardé et ils ont, comment je dirais, ils n'ont pas enlevé la culture qui est attachée à ça. Tous les éléments culturels qui s'accrochent à ça, si tu le sépares, tu n'as plus de motif pour faire ça. Voilà. Dans le sens que tu as appris comment tourner ton fil, un coup tu le sais, tu es correct, tu dis je le sais, ça finit là. Mais si, c'est pour ça qu'on continue à en faire, hein? Puis Mme Robert, c'est pour ça qu'elle a transféré, elle a transmis ses connaissances. C'est que c'est attaché à ton identité. Alors, si tu désincarnes ça de ta culture ou des éléments culturels qui s'attachent à ça,
c'est la mort certaine. Alors, je vais dire, comme Hélène a dit là, dans la vidéo, oui. Vidéo, elle dit, je fais mon possible, puis après ça, c'est plus de ma faute. Là. C'est ça. Ben, c'est la même chose pour moi. Puis c'est la même chose pour toutes les artisanes. On fait notre travail. On le fait. On a une pratique. On développe un savoir-faire. On sent qu'on a une mission de le transmettre. C'est ça. Puis après ça, ça ne nous appartient plus. Voilà. On est bien content quand on est soutenu par des organismes comme Métiers Tradition, puis la Ville de Longueuil. Ça, c'est un plus, là, parce que nous autres, on est un individu chez nous. Mais quand la communauté s'en mêle, c'est sûr que la poussée est plus forte. C'est clair. Oui. Donc, ça ne vous appartient pas au complet, comme vous venez de le mentionner, effectivement. Mais ce que je retiens de votre message, c'est que vous ne transmettez pas que la technique, vous transmettez l'héritage qui vient avec. Absolument. Le patrimoine qui vient Absolument. avec. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Hélène et Kim, peut-être, parce que sur l'apprentissage, je fais beaucoup de maître à apprenti. C'est comment pas mal ce qu'on voit d'habitude. Donc, je me tournerai vers Kim pour lui donner la parole. Donc, tu nous as... Je te tutoie, j'espère que ça te va. Donc, tu as été en contact avec le textile dans tes voyages, mais ici, au Québec, comment en es-tu venu à faire vraiment du fléché, puis par quel hasard de la vie ou par quelle recherche? Tu es biologiste, peut-être tu as fait une recherche? Oui, en fait, je voulais juste apprendre ça. Je pensais que c'était assez facile. Là. Je ne voyais pas trop d'efforts à faire. On va trouver un prof. On va trouver un prof. Ça va bien aller. Bon, ça va bien aller. Alors, j'ai trouvé le site de Métiers Tradition, leur page Facebook. Puis là, comme en 2020, là, on échange là-dessus. Puis là, je pensais que j'étais inscrite à un cours. Là, il y avait des cours qui s'offraient. Fait que j'ai envoyé un message par Facebook. Puis là, quand le cours était pour commencer, j'avais pas de nouvelles ben. Là, on m'a dit, ben non, madame, c'est pas par Facebook, c'est par téléphone. Alors là, j'ai fait, OK. Et évidemment, j'avais manqué mon coup parce que là, les cours, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent prendre un cours en même temps parce que Hélène, elle accepte 6 élèves. Sinon, il faudrait qu'elle se multiplie en plusieurs parce que ça prend beaucoup d'efforts de la part du prof pour accompagner les gens qui apprennent, surtout au début. Et puis là, je me suis inscrite à la session suivante dans une autre école de textile aussi. Puis là, finalement, je me suis assise dans le cours et puis là, ça faisait longtemps là, que je faisais des démarches pour m'inscrire. J'étais bien énervée. Et puis là, quand je me suis assise, elle m'a regardée puis elle m'a dit « Toi, tu es dans le niveau 1. » J'ai fait « il y a des niveaux? » Alors, à partir de là, on comprend que c'est un chemin assez long et qu'effectivement, il y a des étapes puis qu'il faut montrer patte blanche un peu. Puis moi, vu que j'étais assez ambitieuse, ben là, j'ai continué jusqu'au bout du cheminement. Puis là, un moment donné, peut-être vous allez savoir combien il y a de niveaux, là. Je ne sais pas s'ils vont le dire. Non, on ne le dira pas. Dites-le donc, vous qui savez que vous êtes rendu à quel niveau? Moi, j'ai terminé le cheminement jusqu'au bout. 3. Il y a 3 niveaux à Métiers Tradition. Effectivement, parce qu'en fait, on pense que c'est simple, mais non, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent pas être appris dans les livres ou sur les sites web ou tout ça. Là. Fait qu'il y en a qui s'essaient à la maison tout seul. C'est vrai qu'on peut faire un bout de chemin, mais la main, elle peut pas s'expliquer de façon très précise là, dans un vidéo, dans un livre, parce qu'il y a vraiment des choses assez subtiles à comprendre. Puis même quand on arrive au bout du cheminement, on peut pas dire qu'on est des... Moi, je me sens pas flécheuse professionnelle comme il y en a dans la salle ici, puis en avant. Donc, ça prend quand même après beaucoup de pratique, beaucoup d'heures de pratique avant de dire qu'on sent qu'on maîtrise. Puis, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, même après le cheminement, puisque on n'apprend pas tous les motifs possibles, on n'apprend pas toutes les possibilités. Puis, si on veut vraiment créer quelque chose d'unique, il faut vraiment comprendre la mathématique aussi derrière le choix des motifs puis tout ça. Diriez-vous qu'un esprit scientifique est propice à l'apprentissage du fléché ou ça n'a aucun rapport? Moi, je pose des questions, je connais rien. Bien, je pense un intérêt artistique au départ. Puis oui, c'est sûr que si on est fort en maths, là, parce que c'est tout des multiples, là, ça peut nous aider. Ça, je suis très fort en maths, mais là, je n'ai pas envie d'essayer, vraiment pas. Mais, je dirais que c'est un intérêt culturel et artistique et aussi un peu identitaire. Là. Ça vient nous chercher effectivement dans la... Je pense que mes profs, ils présentent bien qu'il faut avoir une espèce de oomph, une espèce d'appel pour
apprendre quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on n'apprend pas beaucoup de choses à faire avec nos mains, de moins en moins. Et c'est un gros problème, je pense, pour la suite de notre identité culturelle, si les gens apprennent pas de façon massive ce genre de technique artistique-là. Donc, merci. Donc, ça traduit bien donc la transmission de maître à apprenti ou de génération en génération. Maintenant, c'est un petit peu moins dans les familles. C'est plus dans l'occasion des cours. Ça me rappelle que moi, je suis plus du milieu de la musique traditionnelle, musique, danse et chansons. Et c'est le même phénomène. On peut apprendre avec des vidéos, on peut apprendre avec des disques, mais il y a toujours le maître qui peut toujours te permettre d'aller vraiment plus loin. Et si tu veux aller plus loin, généralement, c'est à peu près la seule solution. Mais qu'en est-il des nouveaux arrivants? Et là, je vous pose la question avec un point d'interrogation qui reste en suspens. Parce qu'on a un beau petit vidéo d'1 minute 26, c'est pas très long, qui nous parle justement de la ceinture fléchée, transmise aux nouveaux arrivants. Alors, si on veut bien partir la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, il y a 2 semaines à peu près, j'ai été vraiment estomaqué. Le mot est pas trop fort. De voir cette transmission-là auprès de nouvelles générations. Donc, c'est vraiment fantastique. C'est donc l'Association des femmes d'ici d'ailleurs qui ont fait ça avec la ville de Longueuil. On les en remercie beaucoup. Mais donc, on voit que c'est des gens de culture musulmane ou arabe ou je ne sais pas trop comment l'exprimer. Mais il y a aussi, Hélène, je m'adresse à toi, un exemple aussi d'une personne qui nous provient d'un pays beaucoup plus exotique, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, disons, Mayumi, pour bien la nommer, qui est une de mes élèves, une femme arrivée ici, une Japonaise qui a épousé un Québécois, qui a fondé une famille avec lui, qui est ici, on la voit ici là, lorsqu'elle a gradué. Il y a 2 choses particulières à propos de Mayumi. D'abord, la personne, puis ensuite le contexte. La personne, Mayumi, d'abord, c'était l'élève parfaite qui s'applique, qui suit toutes les consignes, qui fait tous ses devoirs d'un cours à l'autre. Là, vraiment, là, quelqu'un qui s'est investi dans l'apprentissage de la technique. Ça faisait comme juste 2 ans et demi qu'elle était installée ici au Québec. Elle avait eu l'expérience de vivre dans un milieu francophone parce qu'ils ont été quelques années en France, mais c'est quand même c'est quelqu'un qui avait décidé qu'elle voulait apprendre quelque chose de propre à sa culture d'adoption. Et elle a choisi ceinture fléchée. Tu sais, elle aurait pu se contenter d'apprendre à faire une tarte au sucre, puis ça aurait fait la job, tu comprends? Mais elle a choisi ça et elle s'est investie là-dedans. Et je trouve que dans le contexte, on peut-tu avoir un exemple plus parfait d'intégration réussie que quelqu'un qui décide de s'investir pour apprendre un élément culturel de là où elle atterrit, tu sais, dans sa vie. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'ai vraiment eu un choc le jour où je lui donnais des instructions sur ce qu'elle aurait à faire à la maison, puis je l'ai vu prendre son papier puis son crayon puis écrire ses notes en japonais. Tu sais, ça venait comme mesurer
l'envergure de l'effort qu'elle devait faire pour acquérir cet apprentissage-là. Et elle l'a réussi vraiment très bien. Et puis, j'ai trouvé aussi que, tu sais, Mayumi, c'est une jeune femme avec une petite famille, des enfants, pas tous encore d'âge scolaire, là, tu sais, d'investir du temps pour faire ça, c'est quelque chose. Et je trouve ça extraordinaire aussi de réaliser que les enfants de cette famille-là, pour avoir vu leur mère mettre tant et tant d'heures à faire du fléché, vont vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, beaucoup plus que bien des Québécois qui n'ont pas eu l'occasion de voir ça de près. Alors ça, c'est quelque chose qui m'émerveille, d'avoir pu contribuer à ça comme enseignante. Pour moi, c'est comme un cadeau du ciel parce que on est heureux de partager ce qu'on sait puis ce qui nous identifie. Tu sais, dans le fond, c'est l'aspect symbolique de la chose là, qui est vraiment mis en valeur dans cette histoire-là. C'est vraiment un très beau témoignage. On en avait parlé, je tenais beaucoup à ce qu'on en parle. Ça fait partie aussi de nos préoccupations partout où on travaille au Conseil québécois du patrimoine vivant. Maintenant, préparez vos questions. On va passer une période de questions dans peu de temps, après le prochain sujet qui va être assez court, parce que le temps file. On est en belle compagnie, le temps file très bien. En fait, j'ai évoqué la question du dynamisme ou du déclin du fléché. On en a pas mal déjà parlé, on n'y reviendra pas. Mais je me demandais deux choses. Est-ce qu'il y a du fléché contemporain? Est-ce que vous avez une opinion sur le côté contemporain du fléché? Est-ce qu'au Québec, il se fait de la ceinture fléchée ou du fléché de nature contemporaine, c'est-à-dire adapté ou modifié selon des techniques différentes? Marie-Berthe, est-ce que vous avez des... Absolument. Absolument. Il y a dans notre milieu de l'anodière qui est transmis ici puis ailleurs, à quelques endroits, où on s'attarde à la facture ancienne. Les autres artisans qui n'ont pas accès à ça, autrement dit, à travers les indications qu'il y a dans les volumes, bien, ils sont capables de changer le fil au 9e brin, ils sont capables de faire une flèche et tout ça. Mais là, ils se l'approprient puis ils en font ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est ça. Alors, ces gens-là font des pièces plus contemporaines, moins rapprochées avec la tradition, mais c'est quand même les flèches et les flèchenettes qui sont là-dedans, là. Alors, ils l'adaptent à ce qu'ils sont. Alors, il y en a qui décorent le vêtement. C'est ça. Il y en a qui changent la texture de la ceinture aussi. La facture n'est plus la même, n'est pas la même, parce que c'est une tradition orale. Voilà. Donc, quand il n'y a pas le contact direct, il y a des éléments qui sont manquants, et puis ils font ce qu'ils peuvent. C'est de l'art populaire aussi, là. Oui, tout à fait. Hein? Alors, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Alors, les fils sont différents. Il y en a, j'en ai vu là, des belles broches faites avec des fils métalliques de couleur magnifiques. Alors, ces gens-là s'approprient de la technique et s'expriment à travers autre chose que la ceinture aussi. C'est ça. Donc, ils ont une idée artistique derrière en utilisant le matériau ou la technique. C'est ça. Donc, ça leurs œuvres leur ressemblent à... Je me disais, on a parlé de la Naudière, de la région de l'Assomption, de la région ici où ils s'en donnent beaucoup de cours. Est-ce que dans d'autres régions du Québec, il y a des artisans du fléché aussi que vous connaissez, d'autres associations? Ah, peut-être pas à travers l'association, mais maintenant, les communications sont faciles. Des associations. On les connaît. Voilà. Alors, quand l'association provinciale a été fondée, il y a des régions qui se sont formées, qui se sont regroupées en sections. Okay. Ici, la Montérégie avait une section. Alors, Longueuil est un lieu important dans l'apprentissage du fléché, mais ce n'est pas celui de la Naudière. C'est eux qui ont appris de Mme Robert, mais qui ont transformé ça, qui n'ont pas transformé ça, mais ils l'ont fait à leur façon. C'est ça. Vous diriez que c'est vivant quand même dans beaucoup de régions du Québec, à Québec? Moi, je dirais que oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean Québec avait sa section. C'est ça, exactement. Oui. Donc, c'est vivant un petit peu partout aussi. Puis... l'association, dans les années 70, regroupait plus de 200 membres. Oh là là! Et c'était répandu à travers le Québec. Là. Okay. Oui. Excellent. Oui. Dernière question avant de passer aux autres questions. Préparez vos questions. Hélène, est-ce que le bonhomme carnaval fait partie du décor?
Oui. Dans le sens que, est-ce que moi j'ai habité Québec pendant 25 ans à peu près. Puis Bonhomme Carnaval, ben, c'était une icône de la ville de Québec. Il porte la ceinture fléchée, il fait son petit geste. J'ai même eu l'occasion de prendre un avion avec lui, mais il n'était pas dans son costume. Mais moi, à cette époque-là, j'étais moins sensible aux traditions, peut-être. Je me disais, c'était pas une image surannée ou quel est l'impact, finalement, de la promotion faite par le Bonhomme Carnaval au niveau de la ceinture fléchée, à ton avis? Ben, écoute, le Bonhomme Carnaval, c'est un incontournable, tu sais. Puis bien souvent, quand on parle à des gens, la première association qui font ceinture fléchée, Bonhomme Carnaval, ah oui. C'est un ambassadeur du fléché, tu sais. C'est l'image aussi. Tu sais, quand on va voir des caricatures, ça va être le Bonhomme Carnaval, la ceinture fléchée. C'est l'inspiration qui associe la ceinture fléchée avec l'hiver, les sports d'hiver, mais que ce soit le ski de fond, la raquette ou tout ça, c'est associé à être dehors puis profiter de notre hiver, tu sais. C'est ça. C'est joyeux. Oui, c'est joyeux, c'est festif. Souligner, c'est joyeux. C'est rassembleur. Absolument. C'est rassembleur. Rassembleur aussi, ben, on fait partie d'un groupe. On a la même pièce vestimentaire. Oui. On fait partie de la gang, là. Oui, exact. oui. Ben, je voulais valider cette information-là parce que pour moi, ce n'était pas une évidence, mais vous me l'avez confirmé déjà. Oui, écoutez, dans la mémoire collective des Québécois, la ceinture fléchée existe, même s'ils n'en ont pas vu une. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des porteurs. Hein? C'est parce que c'est pas juste dans les musées qu'on peut voir ça. C'est ça, c'est évident. Alors, les danseurs de folklore en sont des porteurs. Hein? Puis le Bonhomme Carnaval aussi. Puis les clubs de racketteurs en 1840, quand ils se sont mis à mettre leur ceinture fléchée, ils faisaient partie d'un groupe. Et alors, c'est important, les porteurs de ceinture, là, oui. Donc vous faites j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est que vous faites c'est complémentaire. Il y a les transmetteurs que vous êtes, donc ceux qui font la transmission, la formation et l'apprentissage. Il y a les porteurs qui le portent haut et fort. Oui. On peut-tu dire qu'il y a les collectionneurs aussi? Oui, mais leur collection est assez à l'abri de la vue. C'est ça, c'est que c'est moins public. Oui. Si on parle de mémoire collective, c'est parce qu'il y a quelque chose qui couvre large, là. C'est ça. Hein? Oui. Là, je me suis laissé emporter. Oui. Je vais me tourner vers Kim parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Kim, mais je voulais lui donner la parole ici. C'est un sujet un peu particulier, mais moi, ça m'intéresse quand même d'aller de ce côté-là. Est-ce que le fléché, c'est un milieu, on en a parlé déjà un petit peu, est-ce que c'est un milieu social? D'abord, est-ce que tu fais un lien entre ta pratique de métier de biologiste de l'environnement et le fléché? Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut établir ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Et puis, pourquoi flécher en 2020? Question ouverte assez vaste, merci. Oui. En fait, l'idée, vous avez compris que quand on chemine un peu de façon identitaire, quand on aime, quand j'étais petite, j'ai pris des cours de folklore avec Madame Goujon, puis j'ai un peu cheminé là-dedans, puis c'était le temps, moi j'étais assez vieille pour me souvenir aussi du, comment on appelait ça? C'était aussi des affaires avec la laine, c'était du macramé, c'est ça, hein, les années 70. Oui. Donc, effectivement, ça reste là. Si tu as fait ça à l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, ça reste là. Bon, on fait notre chemin, on élève nos enfants, tout ça, puis à un moment donné, effectivement, on a le goût de revenir à quelque chose qui est quelque chose qui va nous, pas juste nous plaire pour passer du temps, mais aussi aller chercher une espèce de lignée, nos racines. Donc, l'idée d'apprendre un art populaire qui est d'ici, premièrement, mais qui est transmis depuis de nombreuses générations. Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis bon, c'est pour ça qu'on est là, les trois. C'est l'idée de transmettre une main, comme j'ai dit tantôt, puis c'est pour moi qu'elle exprime le mieux. Donc, il faut aimer ce travail de la laine, il faut aimer les textiles. Mais oui, c'est aussi, moi, je cherchais quelque chose pour voir le temps passer. Parce que on vieillit, on voit pas le temps passer, nos journées se succèdent, on est dans 1 million d'activités professionnelles et personnelles, puis un moment donné, on le sait que c'est un peu fragile tout ça et qu'effectivement, c'est une façon de voir le temps, donc on mesure le temps que ça prend pour chaque centimètre qu'on avance, puis on fait des projections, on va avoir fini dans tant de mois ou tant d'années dans mon cas. Donc ça, c'est intéressant, puis ça donne donc un sens aux minutes qui passent.
Puis à la fin, je pense que je vais être très fière d'avoir fait ma première. Là. Puis donc, aller chercher une espèce de satisfaction. C'est vraiment... il y en a qui font des marathons, des Ironman, tout ça. Là. Bon, moi, à l'âge que j'ai, c'est plutôt quelque chose qui va être visible. Donc, le temps passe, puis qu'est-ce qu'on va laisser après nous aussi? Là? Marie-Beth l'exprime très bien dans les vidéos, tout ça. Laisser un héritage. Donc, moi, bon, mes enfants auront peut-être ma ceinture. Eux, ils vont en avoir fait des dizaines, mais c'est l'idée, oui, de la transmission d'un savoir-faire, mais aussi, c'est aller chercher nos racines. Tu sais, c'est un peu tout ça, je dirais. Mais oui, c'est social, ça peut être social, parce qu'effectivement, on aime se retrouver, on aime flécher ensemble, un peu comme les cercles de tricot, hein, de plus en plus. Les jeunes femmes dans la vingtaine recherchent ça, revenir à des activités qui nous permettent de passer du temps ensemble au lieu d'être tous chacun chez soi. Bon, là, c'est un drôle de moment pour dire ça. Ça fait 6 mois qu'on ne se voit pas beaucoup, les gens en général. Mais je pense qu'il y a de ça. Toutes les petites choses qu'on apprend dans le vidéo, vous en avez coupé des bouts aussi avec l'autre, Hélène. Et puis, elle a dit, à chaque fois que je vois Marie-Berthe, j'apprends encore des choses. Tu sais, c'est une très bonne flécheuse, mais toutes les histoires qu'on peut apprendre de ces femmes-là qui flèchent depuis de nombreuses années. Marie-Berthe nous ramène aux années 70 avec M. Bélanger, qui, lui, avait appris de quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, cette transmission-là, je pense que c'est vraiment porteur de l'espèce d'énergie que ça nous prend pour essayer d'aller vers ça. Puis, bon, il y a d'autres activités, j'imagine, qu'on peut faire. On peut jouer au golf ou à je sais pas quoi. Oui. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on peut garder jusqu'à la fin de notre vie comme activité. Je rebondirais sur un des éléments que vous avez mentionné, ou que tu as mentionné. Tu dis que ça nous permet de calculer le temps, d'avoir des objectifs. Mais si je pense à une activité où je pose la question plutôt que de l'affirmer, est-ce que c'est une activité qui nous permet d'être dans le moment présent aussi? Oui. Parce qu'on sait qu'on est dans le passé. Souvent, on pense au passé. On va penser à ce qui va se produire la semaine prochaine. Est-ce qu'on va être encore ici pour vivre? Parce que ça peut aller jusqu'à ce point-là parce qu'on ne rajeunit pas personne. Puis, il y a la maladie qui est autour de nous. Mais est-ce que c'est une bonne façon de se grounder, de se mettre dans le présent? Tout à fait. C'est ça que je cherchais aussi dans cette activité-là. C'est qu'effectivement, on est toujours en train de ressasser les erreurs qu'on a faites ou les affaires du passé, puis aussi ce qui s'en vient. Faire beaucoup de projections. On est souvent quand je vais être la semaine prochaine, l'année prochaine, quand je vais être à retraite, tout ça. Effectivement, oui. Puis avec ce que j'ai vécu dans les dernières années, la mort de mon conjoint, tout ça, effectivement, c'est une activité qui aide pour le deuil, puis penser à aujourd'hui, puis essayer de moins regarder demain, puis la semaine prochaine, parce qu'on fait tellement de projections ça ne marche pas, nos scénarios puis nos projections. On ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui fait... Bon, on fait une activité, on est bien avec cette activité-là. Puis, non, c'est ça. On peut la faire en groupe ou seul. Aussi, il faut dire que ça ne prend pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Donc, ça, c'est vraiment simple. On peut s'installer à la campagne, sur une pelouse, dans le bois, sur le bord de notre canot, ou n'importe quand, on peut sortir notre fléché et faire cette activité-là dans n'importe quelle condition. Je sais que Fred Pellerin, il flèche en avion quand il va en Europe, tout ça. Donc, ça ne prend pas tant de place. C'est vraiment simple. Oui, il faut investir dans la laine, par exemple. Okay. La laine n'est pas donnée, mais oui. Puis, on n'a pas parlé, mais tout ce qui est... moi, je suis à la recherche aussi des choses authentiques. Donc, il y a un lien avec votre métier quand même, je ne peux pas croire. Oui, bien, c'est sûr, patrimoine. Moi, patrimoine vivant, c'est pas biologique, patrimoine naturel. Pas biologiste de l'environnement. Vous avez fait pas de lien avec moi. Quand lisant votre biographie, je faisais un lien dans ma tête, je faisais de la projection justement entre votre métier qui est près de l'environnement, de la nature, etc. Et la même fibre, exactement. Moi, je milite beaucoup pour la protection des écosystèmes à côté de ma vie professionnelle. Donc, effectivement, quand on a le goût de protéger la nature, on a le goût aussi de protéger les savoir-faire. C'est comme les langues, vouloir que les langues soient maintenues à travers le monde. Donc, ça, c'est toute la richesse de l'humanité, dans le fond, et puis aussi de notre habitat, là, où on est. Oui, c'est tout à fait vraiment, ça se passe dans la même place dans le cerveau. Oui, hein? Tout ça, là, fait que, oui, c'est la même recherche. Très bien, merci beaucoup. Sur un autre plan, là, je m'adresse à vous trois. La première qui saute sur le sujet, vous parlez. Il y a beaucoup de femmes qui font du fléché, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui font du fléché. Moi, j'ai découvert ça. Hélène, est-ce que tu as le goût de nous en parler un petit peu, à savoir, toi, dans ta pratique de formatrice, est-ce que tu as autant d'hommes que de femmes, moitié-moitié, 2 tiers, 1 tiers? Est-ce que tu as déjà compilé ça?
Je n'ai pas de statistiques officielles, mais la présence masculine, elle est très forte. On a d'excellents flécheurs dans nos groupes. Moi, je dirais au pif comme ça, certainement un 40% de représentation masculine parmi les flécheurs. Alors, est-ce qu'ils sont aussi bons que les femmes? Oh oui. C'est la même chose. Oh, oui. Il n'y a pas de particularité hormonale? Non. Non, parce que pour flécher, ce que ça prend, l'ingrédient principal, c'est de la persévérance. Arc. Il faut... c'est ça. C'est une blague. Quand tu as de la passion, quand tu aimes ce que tu fais, ben, tu t'abandonnes dans ça. Puis c'est un loisir qui est gratifiant parce que ce qu'on produit, c'est pas désagréable pour l'œil. Hein? C'est sûr que ça vient titiller notre fierté. Juste de faire nos belles couleurs. Tu regardes tes laines après puis tu fais comme, mon Dieu, je peux pas croire que c'est moi qui ai fait ça. Alors, il y a tous ces plaisirs-là aussi qui viennent s'additionner. C'est clair. Donc, j'aimerais que tu nous parles, Hélène, je m'adresse à toi spécifiquement, de ton projet avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Parce que ça s'inscrit dans cette idée-là de la transmission, de garder vivant la chose, de valoriser, mais techniquement ou plutôt pratiquement, de quoi il s'agit? En fait, c'est parti d'une idée que j'avais de me dire, ben oui, c'est un savoir-faire qui se transmet de personne à personne. Puis oui, on est à la recherche de la qualité de la facture ancienne, tu sais, mais oui, mais tous les autres qui n'ont pas accès, qu'est-ce qu'ils ont? Ça, c'était un aspect. Puis l'autre aspect, c'est maintenant qu'il y a la reconnaissance au patrimoine immatériel du Québec, bien, peut-être que le temps est venu de lui donner un peu une structure à cette pratique-là. Alors, j'ai eu l'idée folle un peu de me dire, bon, on devrait mettre en place un guide qui permettrait aux artisanes qui n'ont pas l'opportunité d'en côtoyer d'autres, de s'auto-évaluer dans leur pratique. Parce que, ben, écoute, j'envoie des fois des photos sur Facebook, là, puis tu fais comme, oh, je ne commenterai pas celle-là. Alors, c'est une chose de comprendre où voyagent les fils, mais encore faut-il que ce qu'on produit, ce soit bon, ce soit de qualité, puis que la personne qui le fait comprenne où elle est rendue dans son cheminement, qu'est-ce qui devrait être les prochains défis pour elle, puis de la guider pour qu'elle s'auto-évalue. Alors, c'est ça. Fait que, dans le fond, le projet vise à faire participer le plus grand nombre d'artisans, artisanes, flécheurs, flécheuses, pour établir les bases d'une grille que j'imagine, là, pour l'instant, en 6 niveaux. Chaque niveau serait associé à une couleur. Pourquoi 6? Parce que ça donne de même qu'il y a 6 couleurs dans la ceinture de l'Assomption, puis ça serait cute que j'arrive avec un résultat comme ça. Mais dans le fond, ce qu'on veut établir, c'est vraiment les jalons. Alors, ton prochain niveau, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on te suggère de maîtriser comme technique pour atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que tu dois produire pour démontrer que tu as atteint l'objectif? Et quels sont les critères de qualité que cette production-là, auquel elle devrait répondre, pour vraiment attester que tu l'as mérité ta couleur? Alors, c'est là-dessus que... Donc, ça, je peux préciser, c'est une grille d'auto-évaluation. D'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il n'y a pas un concours, on vous fait passer un examen, est-ce que vous avez réussi? Check, non. check. On propose un outil. C'est un outil qui serait à la disposition des flécheurs et des flécheuses. Oui, c'est ça. Non. On ne parle pas de certification. Non. Moi, je n'ai pas l'ambition de mettre sur pied un mécanisme de régulation, mais simplement d'offrir des outils à ceux pour qui c'est moins facile de côtoyer d'autres flécheurs, flécheuses, qui s'adonnent à cette pratique-là, puis qui n'ont peut-être pas nécessairement ce qu'il faut pour évaluer la qualité de ce qu'ils ont produit. Dans le fond, c'était ça l'idée de base. Puis, c'est ça, si je peux me permettre d'ajouter, c'est pas un outil de certification, parce qu'en fait, c'est un outil d'émulation. Que les gens soient tentés d'atteindre certains niveaux et non pas de se faire dire quel niveau c'est. Ben, enfin, je vois on n'est pas rendu là, mais je veux dire, il n'y avait vraiment pas dans le projet, n'est-ce pas, de cette idée-là à la base. Non, c'est ça. C'était pour valoriser et donner le goût aux gens d'en faire plus, d'en faire mieux. Je pense que c'est plus résumé. Exactement. Bien dit. Drôle, hein? Oui.
Ben, c'est ça. Alors, dans le fond, ben, c'est sûr que ce projet-là, j'ai l'immense privilège de pouvoir bénéficier du soutien du CQPV et en l'occurrence de la contribution personnelle de Gilles. Et puis ça, j'en profite pour te remercier. Mais à travers les programmes qui sont offerts, il y a une formule qui permet de dispenser des classes de maîtres. Alors, quelqu'un, donc, qui flèche déjà, qui veut améliorer une pratique ou qui a une difficulté particulière avec un motif ou qui manque quelques cordes à son arc, peut s'inscrire auprès du CQPV, puis de venir participer aux classes de maître. La formule est encore en... Oui. Ça va être après les fêtes, hein? Oui, c'est ça, après les fêtes. Ça va être en... En fait, c'est en structuration. Ça va être quand même assez simple. Là. Il y aura une offre de formation en classe de maître dont dans une durée précise qui va être soutenue par un de nos programmes. Parce qu'au CQPV, on a ce programme-là des maîtres de tradition vivante. On a aussi des programmes de formation, comme je mentionnais, des programmes de reconnaissance. On fait des guides d'évaluation socio-économique des pratiques culturelles. On fait différentes choses, mais donc l'une d'elles est très importante, c'est la transmission des savoir-faire et des connaissances dans les milieux traditionnels, comme le fléché, la musique, la danse, la chanson, les instruments de musique, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on pourra intégrer des activités avec Hélène aussi, qui sont à préciser, comme vous le savez, évidemment, dans le contexte pas facile que l'on vit actuellement. Kim, c'est une question piège, une question en développement. Votre souhait le plus cher pour le fléché dans les 10 prochaines années? Moi, je dirais c'est la transmission, c'est ça le défi. Moi, j'aimerais ça que ce soit enseigné comme les autres arts qu'on enseigne au primaire, au secondaire, que ce soit art dramatique, art plastique, musique, tout ça, que ce soit au même niveau que les autres arts. Donc, on puisse imaginer que quand on inscrit notre enfant à l'école, on puisse cocher à quelque part comme quoi cet art-là pourrait être enseigné, parce que je pense que ça devrait se réapproprier dans toutes les communautés du Québec. Là. Moi, je suis montréalaise. Là, ça a l'air qu'on est 3 à Montréal à flécher. Ça n'a pas de bon sens. Incroyable, hein? Alors, effectivement, si on veut redonner, c'est un peu comme les Occitans en France qui inscrivent leurs enfants à l'école puis qui cochent. Ils veulent que leurs enfants apprennent l'occitan. Donc, c'est un peu la même chose. Je pense que ça devrait être un peu standard que nos enfants puissent apprendre ça. Puis, s'ils veulent continuer, ils continueront. Mais au moins, la base, je sais qu'il y a quand même des professeurs qui sont possibles, mais c'est toujours des activités particulières pour certaines écoles, puis tout ça. Est-ce que ça en fait, d'ailleurs, ça c'est une question qu'on n'a pas évoquée du tout, mais est-ce qu'il y a de la transmission qui se fait dans les écoles? À votre connaissance? Dans l'Outaouais, il y a un certain dynamisme à ce niveau-là parce qu'il y a un flécheur qui s'est dédié à ça. Alors, il offre des programmes, il offre des activités dans les écoles où il fait participer les enfants, leur fait expérimenter le tressage au doigt. Alors, c'est une mission, on l'a rendu là, tu sais. C'est ça, oui. OK, parfait. Bien, merci. Merci beaucoup. Hélène, quel serait ton souhait le plus cher dans les 10 prochaines années en ce qui concerne le fléché? Question vague. Bien, je suis presque dans la même ligne de pensée parce que je trouve que tout le monde devrait essayer ça une fois dans sa vie. Pas juste dans la structure académique, là, mais je trouve que tout le monde devrait y toucher une fois dans sa vie. Pas parce que tout le monde sur la planète devrait savoir flécher, mais parce que d'avoir expérimenté le geste pendant quelques heures, d'avoir compris l'état d'esprit dans lequel ça nous met de faire cet exercice-là, on dirait que ça nous fait mieux comprendre l'objet, la symbolique de l'objet, la puissance symbolique de cet objet-là. Super intéressant. Madame Marie-Berthe? Oui. Moi, mon souhait le plus cher, c'est qu'il se fasse de la recherche. Moi, je suis absolument... J'ai été frappée par une réflexion c'est un géographe, historien de notre région qui se penchait sur notre symbole régional puis qui disait « Si on avait autant écrit sur le fléché qu'on a écrit sur la courte pointe, on en saurait pas mal plus long. » Oui. Alors, moi, mon souhait, c'est que ceux qui sont instruits, dans le sens, les chercheurs qui sont habilités à chercher, qui cherchent donc. Hein? Parce que moi, je sais faire, alors je fais. Mais on me demande de faire toutes sortes de petites affaires à côté qui m'empêchent de faire. Parce que je dis c'est urgent, je ne peux pas dire non. Alors, mon souhait le plus cher, c'est qu'il y ait de la recherche. Tu sais,
le conseil la corporation des ethnologues nous a honorés à un moment donné. Je leur ai dit, il serait temps que les ethnologues se penchent sur le lexique de la ceinture fléchée. Hein? C'est sûr. Moi, à mon âge, je peux dire ça, là. Je peux leur dire ça. Parce que plus on vieillit, moins on est gêné. Hein? Quand on débute, on est intimidé par les savoirs de d'autres qui sont dans d'autres domaines, qui sont tellement intéressants. On n'ose pas réclamer rien. Mais là, je le dis, ceux qui sont les historiens, les ethnologues, peu importe, là, ceux qui ont des savoirs, ben pourquoi qu'ils ne se penchent pas là-dessus? C'est-tu parce qu'ils ignorent que ça existe? Ça se peut pas. Ben non, pas à leur niveau. Non, mais c'est-tu parce que c'est pas valorisé? Peut-être. Mais je pense même que les directeurs de thèse ne seraient pas à la hauteur de la recherche, là, dans le sens qu'il n'y a pas grand monde qui serait capable de guider ces gens-là. Je pense que c'est ça le problème. Ils n'ont pas de maîtres de maîtres qui sont capables de les encadrer parce qu'ils connaissent très peu la matière. C'est ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est mon vœu. C'est mon vœu. Ben, c'est un très beau vœu. Plus de recherche. Ça a l'avantage d'être très clair. Ben oui. Et pas pour rentrer dans l'oreille d'un sourd. C'est une tradition orale. Alors, nous, on transmet ce qu'on sait, tout ça. Mais on n'a peut-être pas le talent d'écrire puis de faire tout ça. On a bien d'autres choses à faire. Alors, moi, je fais appel à tous ceux qui ont d'autres talents de s'en mêler. C'est enregistré. C'est lancé dans l'univers. On verra bien. Merci beaucoup à vous trois pour ces beaux mots pour la suite du monde du fléché. Maintenant, la question de M. Martel qui était... Est-ce que quand commence le traditionnel et quand finit le traditionnel et quand ça devient contemporain? Ouais. Vraiment l'exprimer de ma part, je m'excuse, mais c'est la frontière entre les deux. Vous n'êtes pas chercheuse, mais vous êtes expérimentée. Puis, oui, on l'a vu. Si vous pouvez, vous pouvez mettre votre grain de sel aussi, Hélène et Kim, si vous voulez. Ouais, bien, pour que ça s'appelle une ceinture de l'Assomption, il faut répondre à certains critères qui ont été standardisés depuis plus de 200 ans. Là. Alors, là, si on veut parler d'une ceinture traditionnelle, il faut que ça réponde à ces critères-là. Lorsque vous changez des éléments, que ce soit les fils, que ce soit la facture, que ce soit l'agencement, la transformation des motifs, là, on dit que c'est une ceinture contemporaine. Pourquoi? C'est parce que c'est juste depuis 1970 que le monde fait ça. C'est très contemporain. Oui. Avant 1970, il n'y a que l'Assomption qui était là. À partir de 1970, les gens se sont inspirés de l'Assomption puis ont créé des motifs appartenant, par exemple, le motif Longueuil existe. Puis à Chicoutimi, quand ils ont fait leur ceinture fléchée pour le carnaval, ils se sont inspirés de la tête de flèche, perlée, puis ils ont fait leurs choses, ainsi de suite. Alors, à partir de 1966, on s'est approprié des éléments de la ceinture traditionnelle. On en a modifié certains caractères, puis on l'appelle ceinture fléchée parce que c'est toujours la technique du fléché. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'elle est traditionnelle, elle est contemporaine. Sa conception répond à des critères contemporains. Le besoin d'avoir une ceinture pour notre carnaval, par exemple, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Alors, ça, c'est l'interprétation que j'en donne. Je ne sais pas si vous autres avez d'autres choses... Puis il y a aussi, dans le fond, l'objet qui en résulte, hein, parce qu'on voit la technique du fléché s'exprimer dans le nœud papillon, dans la parure de chapeau, dans la courroie de guitare, et etc. Donc, mais ça reste que c'est une technique qui est pertinente dans un contexte d'apparat. Très bien. Ça répond à votre question? Oui, merci. Oui, Monique. Alors, Mme Picard, s'il vous plaît. C'est une ceinture traditionnelle, mais elle date de 2014. Alors, elle date de 2014. On peut mettre une date dessus, mais elle est traditionnelle. Elle rencontre tous les caractères que contient la ceinture traditionnelle qui est standardisée. Si je peux me permettre, elle est très confortable. Oui. Puis plus on la porte, plus elle est belle. Ah non, c'est vraiment, j'en reviens pas parce que je voulais juste faire une histoire courte. On a décidé, c'est moi qui l'ai apportée de la région de la Nazaire où elle était hébergée. Et on a discuté de la possibilité de la porter. Je me suis dit, est-ce que je vais être confortable? Est-ce que ça va être confortable? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais être capable de respirer là-dedans? Je vous assure que je la sens même pas.
C'est phénoménal. J'en reviens pas. Ah oui, on l'a. Alors, je prendrai une dernière question en commentaire et ensuite on va conclure. Oui. Monsieur Martel, vu que vous n'avez pas encore parlé, on vous donne la parole. C'est sûr que c'est une question très pertinente. Oui. De cet élément-là. Exactement. Parce qu'on a parlé de la ceinture dans son ensemble, mais ça, c'est un élément qui compose la teinture. Alors, il faut savoir qu'avant 1850, les synthèses chimiques n'existaient pas. Alors, toutes les ceintures qui ont été produites pendant la période des grandes ceintures et tout ça, toutes les ceintures qui ont été vendues par la compagnie de la Baie du Thon, en résumé, là, c'était des couleurs végétales. Il n'existait pas autre chose. Puis ces gens-là, c'était des maîtres en teinture, tout comme les Européens maîtrisaient ça. Puis nous autres, on est de souche européenne, donc on a utilisé ces laines-là. C'est juste après 1880, et là, on est à la fin de la production des ceintures de l'Assomption, là, 1880, que là, on a eu accès aux synthèses chimiques. Alors, en 1880 et 1900, il y a eu des ceintures de fait avec les deux types de fils. Après 1900, oubliez les teintures végétales. Alors, le plus-value de la teinture végétale, c'est que les couleurs sont plus harmonieuses. Pourquoi? Parce qu'il y a un dénominateur commun entre les couleurs, puis c'est la nature. Hein? Alors, je suis sûre que jamais personne s'est questionné si les fleurs que vous plantez au printemps dans votre parterre, si ça va bien donner avec le gazon. Hein? Non, on n'a jamais pensé à ça. Pourquoi? Parce que la nature, ça se marie. Alors, évidemment, on n'a pas une grande tradition de teinture au Québec. Alors, les laines qu'on utilisait, on les achetait de notre mère patrie, puis après ça, des Anglais et des Écossais, parce que c'était les nouveaux patrons, là, les nouveaux conquérants. Et puis, il y a eu très peu de gens qui se sont souciés de ça. La première qu'on voit, c'est une religieuse, que je ne suis plus capable de me rappeler son nom, Thérèse de quelque chose, mais le plus marquant, ça a été Oscar Berriot, qui, à travers les écoles ménagères, on a essayé de leur enseigner ça, pas autant que la couture, puis le tricot, puis tout ça, mais on les initiait un petit peu à ça. Mais comme il n'y avait pas de grand maître, ça tombait dans l'oubli. Puis les Autochtones, ils ont acheté beaucoup de produits européens, là. Ils ont de la misère à conserver les techniques anciennes qu'ils utilisaient pour teindre leurs fibres, là. Puis, c'est pas de là que nous viennent maintenant notre savoir-faire. Notre savoir-faire vient de l'Europe à cause de nos origines européennes. Mais l'Amérique du Sud a fait de très belles teintures, l'Asie a fait de très belles teintures et tout, là. Et quand on parle de nous. Quand c'est revenu ici, parce qu'il y a une période vraiment de déclin, mais... Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, hein, c'est ça? Ça fait pas longtemps. Je parle des écoles ménagères, ça, c'est un passage, c'est un courant d'air, là. OK, c'est ça. Il n'y en est rien resté de ça. C'est revenu... Écoutez, oui, mais j'essaye de penser quand est-ce que mon professeur a fait ça. Moi, j'ai appris ça au début des années 80, fin des années 80, début des années 90, pas loin, là, dans notre histoire. Ce professeur-là, ben c'est un hasard. C'était un professeur en sciences, c'est une sœur de la congrégation Notre-Dame qui était à Villa Maria, qui enseignait les sciences de la nature, puis un jour a eu l'idée d'arracher une plante puis de la faire bouillir, puis qu'elle a vu que ça donnait de la couleur. Fait que ça a piqué sa curiosité. Ouais. C'est comme ça qu'elle a entré en contact avec des grands maîtres, puis tout ça. Et puis, elle faisait partie d'un groupe d'artisans sur le Mont Saint-Hilaire. Il y avait une université qui avait un centre de recherche là, sur le Mont Saint-Hilaire. Puis, il y avait des artisans qui étaient là, puis qui faisaient et qui montraient leur savoir-faire. Puis, elle a donné des cours de teinture végétale. Et mon professeur de Fléché, un jour, a dit devant moi, parce que je l'écoutais, il a dit, j'ai arrêté de faire de la cochonnerie, parce que lui-ci, il voulait retrouver ça. J'ai arrêté de faire de la cochonnerie quand j'ai rencontré Pauline Roy.
Alors, un bon jour, Pauline Roy a été obligée de sortir du Centre de la nature de Saint-Hilaire pour s'en retourner dans son couvent. Il n'y avait plus de subvention. Alors, elle a sauvé ses plantes, puis là, je ne vous dirai pas la petite histoire de ça parce que c'est quasiment pathétique, là. Elle a pris sa carte de membre des artisans de Saint-Hugh-Fléché pour nous dire qu'elle était prête à donner des cours en teinture. Le Fléché, ça l'intéressait, mais pas tant que ça. Non, non. Mais elle disait, ces gens-là, ils devraient faire leur couleur. Et quand cette sœur-là est apparue dans notre association, puis qu'elle est venue nous offrir ça, que moi, mon professeur avait dit que c'était la personne qui l'avait sorti des nues, là, face à ça, ben il n'y avait rien pour m'arrêter. Alors, c'est comme ça que je suis entrée en contact avec la religieuse qui avait eu l'idée de prendre sa carte de membre pour avoir accès aux membres. Puis là, ben, moi, j'étais assez autonome. Je pouvais me permettre de partir de Berthier puis de m'en aller à Villa Maria pour suivre ces cours-là. Et 2-3 jours avant que le cours commence, imaginez-vous, elle m'appelle en me disant « Allez-vous venir pareil, même si vous êtes toute seule? » Hey! J'avais la sœur pour moi toute seule. Hein? OK, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres personnes. Personne s'est inscrite. Et les gens, après ça, qui ont eu accès à elle, c'est parce que je les ai tirés par la main. Parce que c'était important. C'était important d'être en contact avec ça. Alors, il n'y en a pas qui ont continué, là, parce que là, il fallait être mordu. Là, c'est quand même assez exigeant, cette histoire-là. Puis quand tu es décédé, ben, les religieuses c'est émouvant. Les religieuses m'avaient vu accompagner cette sœur-là pendant 10 ans de temps. Alors, ils m'ont appelé pour m'offrir ces ateliers. Oh my God. C'est très, très émouvant. Parce que moi, jamais j'aurais transmis ça si la communauté ne m'avait pas offert l'atelier de la religieuse. Et là, bien, évidemment, moi, j'avais l'espace, puis je trouvais ça important que cette chose-là puisse continuer. Mais je n'aurais pas eu le courage, parce que ça prend du courage, de monter ça toute seule. Mais là, c'est ça. Alors, tous les artisans de Saint-Hugh-Fléché qui ont une maîtrise ou qui sont en voie d'acquérir une maîtrise viennent teindre chez moi les couleurs d'origine de la ceinture pour qu'ils comprennent aussi le contenu de cette pièce-là au niveau de ses fils. C'est important. Tout à fait. C'est important. Alors, on termine sur le mot « important ». Je pense que c'est le message qu'il faut maintenir. Alors, merci beaucoup, Marie-Berthe. Oui. Merci pour la question. Écoutez, sur ces belles émotions-là, on va conclure notre après-midi de conférence. C'était très passionnant. Je remercie Kim Marino. Merci beaucoup pour votre participation. Hélène Blouin, maître de tradition vivante. Et notre chère et grande Marie-Berthe Guibault-Lanois. Merci beaucoup. Bravo.